Bonjour, chères étudiantes et chers étudiants. On va entamer ce cours sur les nutritions hydriques et minérales des plantes supérieures. On va entamer, dispenser toujours pour les étudiants en filière SVI, semestre 4, module physiologie végétale, à la faculté des sciences de Dar el de Fès. On va entamer le deuxième chapitre sur la nutrition minérale des plantes supérieures. Donc, dans ce chapitre, on va voir 5 paragraphes. Le concept d'éléments essentiels et distinction entre macro et microéléments. Les méthodes utilisées pour l'étude de la nutrition minérale des plantes. On va voir un troisième paragraphe sur les rôles métaboliques des éléments minéraux essentiels. Cinquième et dernier paragraphe sera consacré au sol, aux racines et aux absorptions des nutriments. Donc on va finir par le cas particulier de l'absorption et du métabolisme de l'azote, puisque l'azote est très important pour l'alimentation minérale des plantes. Aujourd'hui, avec cette séance, on va répondre à ces 3 questions principales. Que signifie la nutrition minérale des plantes? Qu'est-ce qu'un nutriment pour une plante? Quels sont les éléments minéraux essentiels? Donc, avant d'entamer ces réponses, j'aimerais bien vous faire part de justement le fait que les plantes sont les producteurs primaires dans une chaîne alimentaire et donc elles sont essentielles pour justement les êtres humains, les animaux, etc. puisque en fait, les seuls êtres vivants qui vivent en interface entre deux milieux complètement différents, c'est-à-dire le milieu souterrain où sont ancrées les racines et puis le milieu aérien où pousse la partie aérienne de la plante. Les plantes se contentent de concentrations très très faibles en CO2 de l'ordre de 0,5% dans l'air pour leur réaction photosynthétique et puis des concentrations aussi très très faibles au niveau du sol pour les concentrations en minéraux pour convertir donc cette matière inorganique en matière organique. Comme je disais, un environnement complètement inorganique, le CO2 dans l'air, l'eau et les sels minéraux. La nutrition hydrique qu'on a évoquée pendant les 2 premières séances et la nutrition minérale qu'on va donc évoquer dans ce deuxième chapitre. Et donc la nutrition des plantes se réfère aussi à la photosynthèse, mais c'est ce qui ne nous intéresse pas du tout pendant ce cours, c'est plutôt on va consacrer donc ce chapitre à l'absorption directement par les racines des éléments minéraux du sol. Donc le concept d'éléments essentiels est la distinction entre macro et microéléments. La première question qui se pose, que signifie la nutrition minérale des plantes? Alors, c'est l'étude de la façon dont les plantes vont obtenir et utiliser les nutriments minéraux. Pourquoi la nutrition minérale est importante? Parce que justement, dans les sols naturels, il y a toujours une déficience en éléments minéraux, donc c'est ce qui va compromettre la croissance et la productivité primaire, comme je disais tout à l'heure, ce sont les producteurs primaires, les végétaux, et donc ça va compromettre toute la chaîne alimentaire. Comme vous le voyez sur cette photo, qui indique justement qu'une bonne alimentation minérale au niveau des racines va
permettre une bonne croissance des plantes tout simplement. Et puis, on a remarqué pour les rendements agricoles, dans les champs, une bonne fertilisation accroîtrait de façon optimale la croissance des plantes et donc le rendement qui nous intéresse, notamment pour les céréales, les légumineuses, etc. Donc en fait, le rendement de la plupart des plantes cultivées augmente de façon linéaire avec la quantité d'engrais qu'on va ajouter, selon donc, cette étude de Lomis et Conner en 92. Ce domaine de recherche est au cœur de l'agriculture moderne et puis de la protection de l'environnement parce qu'il ne faut pas tomber dans l'excès justement quand on va euh, ajouter de grandes quantités d'engrais. Déjà, ça revient très très cher pour l'agriculteur et ça engendre une pollution, notamment les nitrates. On aura l'occasion d'en parler par la suite dans ce cours. Qu'est-ce qu'un nutriment pour une plante? Donc, pour définir qu'est-ce qu'un nutriment, c'est pour une plante, c'est un élément chimique qui est essentiel pour la croissance de la plante et pour sa reproduction, aussi bien donc pour la phase végétative que pour la phase reproductive, donc tout le cycle vital de la plante. Un élément essentiel est un terme souvent utilisé pour identifier un élément nutritif. Les éléments qui sont nécessaires pour la plante pour compléter donc leur cycle de vie sont appelés en fait les éléments nutritifs essentiels. Donc, pour qu'un élément soit un élément nutritif essentiel, il doit répondre à 3 critères. Le premier critère, c'est cet élément doit être nécessaire pour la plante pour compléter son cycle de vie, c'est-à-dire depuis le stade graine jusqu'au stade graine. Deuxième critère, c'est qu'il n'y a pas d'autre élément qui peut le remplacer. On ne peut pas le substituer avec un autre élément. Troisième critère, c'est que toutes les espèces végétales ont besoin de cet élément, puisqu'il y a des besoins qui changent d'une espèce à une autre. On ne peut pas parler d'éléments nutritifs essentiels, c'est que lorsque cet élément est essentiel à toutes les espèces végétales. Donc les plantes ont besoin de ces éléments. Les chercheurs en nutrition minérale ont relevé donc ces 16 éléments qui sont essentiels pour la croissance des plantes. Chaque élément a une fonction cruciale et très importante pour la plante. Ces éléments sont donc nécessaires en quantité variable selon les tissus végétaux, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc les éléments nutritifs diffèrent par la forme sous laquelle ils vont être absorbés par les plantes. Par exemple, pour l'azote, c'est sous forme de nitrate ou d'ammonium. Pour le phosphore, c'est sous forme de phosphate, etc. Donc la forme diffère d'un élément à un autre. Leur fonction au sein de la plante, on va voir que chaque élément jouerait un rôle bien spécifique pour que ce soit donc métabolique, physiologique ou structural, etc. Leur mobilité aussi, tous les éléments minéraux n'ont pas la même mobilité. Il y a même des éléments qui sont complètement immobiles et d'autres qui sont très mobiles au sein de la plante. Et puis les symptômes caractéristiques d'un déficit ou d'une toxicité, c'est-à-dire un manque d'un élément ou au contraire qu'on va ajouter des concentrations très importantes, j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'excès en engrais, etc. Ça peut engendrer des toxicités et symptomatiques au niveau des plantes. La troisième question, quels sont les éléments minéraux essentiels? Donc, on en a parlé tout à l'heure, il y en a 16. Qui diffèrent selon leur concentration. On parle de macro-éléments, ils sont en nombre de 7 et qui sont présents à des concentrations
supérieur à 10 millimoles par kilo de poids sec. Ils sont donc utilisés majoritairement dans les principaux composés organiques et donc surtout un rôle structurel. Et puis, il y en a 9 microéléments qu'on qu'on appelle aussi oligoéléments et qui ont en fait une concentration beaucoup plus faible, inférieure à 10 millimoles par kilo de poids sec, joueraient plutôt le rôle de cofacteur pour certaines enzymes particulières, comme par exemple le fer pour les cytochromes. Ils ont aussi un rôle d'activateur ou de régulateur. Notez bien que, par exemple, certains macroéléments peuvent avoir aussi bien un rôle structural qu'un rôle d'activateur enzymatique comme les microéléments. Donc, ils peuvent jouer plusieurs rôles au sein de la plante. Les macroéléments. Donc, sur ce schéma sont représentés les éléments essentiels pour la plante. On met à part le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, donc dû à l'absorption du CO2 pour les réactions photosynthétiques, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne nous intéresse pas dans ce cours. Ce qui nous intéresse, c'est les 4%. Donc, vous voyez, c'est une proportion beaucoup plus faible que la proportion que prend le carbone, l'hydrogène et l'oxygène au sein de la plante. Et pourtant, c'est très essentiel. Et déjà, ces 4%, ils sont subdivisés en deux proportions. Les microéléments qui nous sont essentiels, qui ne représentent qu'une concentration de l'ordre de 0,5%. Et pourtant, un seul microélément, s'il est ôté dans la solution nutritive, ça va compromettre la croissance et on aura des symptômes de déficience sur la plante physiologique et physiologique. Et puis les macroéléments qui représentent de 3 à 5%. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que ces macroéléments? C'est tout d'abord l'azote, le potassium, le calcium, le phosphore, le magnésium et le soufre. Les microéléments, c'est le fer, le chlore, le manganèse, le bore, le zinc, le cuivre et le molybdène. Donc, comme je disais, ça ne représente la totalité des éléments minéraux que 4% de la masse d'une plante et cependant la croissance des plantes est très très sensible à la carence en un seul élément parmi ces éléments, ces 16 éléments qu'on a évoqués à l'instant. Donc, une plante serait plus sensible à une carence en macroéléments ou en microéléments. Donc, malheureusement, je n'ai pas les étudiants devant moi pour me répondre, mais souvent, ils ont la bonne réponse. C'est en fait, bien sûr, en microéléments, puisque la plante, elle n'en a besoin qu'à des concentrations très, très faibles. Donc, elle va donc être plus sensible quand il y a un manque en un microélément plus qu'un macroélément qui est donc représenté par des concentrations 10 fois plus que les microéléments. Et donc, les quantités relatives des éléments essentiels dans les plantes, donc comme vous le voyez, donc c'est presque une répétition de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, l'hydrogène, le carbone et l'oxygène sont majoritaires et les macro-éléments, ce qui nous intéresse ici. Donc, vous voyez les valeurs données en grammes par kilogramme de la matière sèche. Et donc, voilà, l'azote, le potassium et le calcium représenteraient les composants majoritaires et puis suivi par le magnésium, le phosphore, le soufre. Et dans les microéléments, c'est donné, donc vous voyez, les valeurs, c'est donné en fait en milligrammes par kilogramme de la matière sèche. Et donc vous voyez ces valeurs qui changent d'un élément à un autre, mais qui sont en fait beaucoup plus faibles que les concentrations requises en macro-éléments. Donc j'entoure, donc ces éléments ne sont pas, donc j'insiste là-dessus, considérés comme
nutriments minéraux. Par contre, vous voyez les éléments majoritaires et importants, en fait, qui font souvent déficient dans les sols agricoles et donc on ajoute souvent des engrais, on aura l'occasion d'en parler par la suite, c'est l'azote, le potassium et le phosphore. Alors que celles-là sont très faibles concentration, mais restent quand même très essentielles. Donc, je le dis toujours aux étudiants, quand on parle de micro-éléments, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas essentiels, c'est en référence à leur concentration. Ils sont très très importants pour la croissance des plantes. Et comme je disais, un seul élément qui ferait défaut dans le sol va compromettre la croissance normale et le cycle vital de la plante. Ça, c'est donc ce camembert pour montrer justement les concentrations en macro-éléments. Donc le bleu, l'orangé, plutôt le rose foncé et le vert, c'est contribuent aux trois éléments importants, l'azote, le potassium et puis le calcium. Et puis le phosphore, le soufre et le magnésium, presque les mêmes proportions. Comment peut-on déterminer les éléments essentiels? Alors, on peut les déterminer par les techniques donc des études nutritionnelles. Premièrement, par l'utilisation de la culture hydroponique, c'est la culture hors sol. Je pose toujours cette question aux étudiants. Je leur dis, est-ce que le sol est important pour la croissance des plantes? La plupart me disent oui, alors que donc, cette étude en hydroponie montre que le sol n'est pas important. C'est en fait la solution du sol qui est très importante pour la nutrition, aussi bien hydrique que minérale des plantes. Donc cette étude de la croissance hors sol, appelée aussi hydroponie, ici c'est une représentation très simple, donc une plante dans un bac contenant de l'eau. Donc ici, c'est en fait la solution du sol, pardon, la solution nutritive qu'on va ajouter grâce à cet entonnoir ici. Et on fait barboter de l'air avec donc ce tuyau qui va, vous savez que les racines, elles respirent, elles ont besoin d'oxygène euh, pour leur respiration et ils vont dégager le CO2 dans le sol normalement ou dans cette solution nutritive. Et on va mettre du cellophane tout autour pour faire de l'étanchéité et pour empêcher en fait l'entrée de l'air extérieur. Et on va envelopper avec, donc soit on va peindre avec du noir, soit envelopper dans un tissu noir, juste pour donc empêcher que la lumière traverse donc le verre et ce qui va engendrer la croissance des algues qui vont entrer en compétition avec donc le prélèvement racinaire. Donc, comme je disais, là, c'est l'entonnoir apportant l'eau et les nutriments, donc la solution nutritive. Et puis ici, donc, c'est le cellophane, comme je disais, pour faire l'étanchéité autour de ces tubes. Et puis le tube d'aération. Donc, sous sa forme la plus simple, la culture en milieu liquide consiste à placer une plantule sur le couvercle d'un récipient. Et donc, les racines vont se développer dans la solution nutritive qui doit être aérée, comme je disais, pour obtenir une croissance maximale. L'anoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène, réduit l'absorption des racines au niveau, l'absorption des nutriments au niveau des racines. Et le récipient, comme je disais, est peint en noir pour réduire le développement des algues qui rentreraient en compétition pour les nutriments de la solution nutritive. L'inconvénient de cette méthode, c'est que cette méthode, elle permet une diminution sélective de certains ions puisque les ions vont être prélevés au niveau des racines et donc ça va engendrer un manque d'un élément. Donc il faut renouveler à chaque fois la solution nutritive
Et puis, il y aura donc automatiquement une variation du pH. Donc, qui dit prélèvement d'ions dans la solution, ça va engendrer une variation du pH du milieu. Et on va voir que le pH du milieu par la suite du sol est très important dans l'alimentation minérale des plantes. Donc, la croissance va ralentir considérablement. C'est pour ça qu'on a trouvé une autre alternative pour ces techniques de culture en hydroponie qu'on appelle les techniques de film nutritif. C'est pour la production des plantes en hydroponie. Donc, c'est un système hydroponique pour la culture des plantes dans une solution nutritive dans laquelle la composition et le pH peuvent être contrôlés automatiquement. En fait, ici, c'est un bac où on met la solution nutritive menée par une pompe qui permet de pomper la solution nutritive. Et donc, ici, les plantes cultivées en hydroponie et donc la flèche montre la montée de l'eau dans le tuyau ici. Et donc après la flèche montre donc l'eau qui va redescendre et qui va permettre aux racines d'être baignées par la solution nutritive. Donc ici on fait l'agrandissement pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau des racines. Donc vous voyez les racines qui baignent dans ce film. C'est pour ça qu'on parle de film nutritif parce que c'est une couche fine de la solution nutritive qui va parvenir au niveau des racines et qui va être renouvelée constamment puisque cette solution qui va donc arriver au niveau des racines va redescendre parce que, comme vous le voyez ici, c'est légèrement incliné, donc ce tube qui est légèrement incliné et qui permet à la solution nutritive de redescendre par percolation. Donc, vous voyez la pompe et donc les plantes cultivées dans un tube ou dans un bac légèrement incliné, comme je viens de dire, et la pompée va donc permettre de faire circuler la solution nutritive du réservoir vers l'extrémité de la plus haute du tube. Donc les racines ici, comme je disais, poussent sur un fond de tube et baignent continuellement dans ce fil de la solution nutritive aérée, puisqu'il y a aussi, la pompe permet l'aération aussi, donc l'apport de l'oxygène. Donc la solution va descendre par la suite par percolation, par gravité. Ça, c'est d'autres variantes de ce qu'on vient de voir. Donc il existe plusieurs variantes, on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc là, c'est juste pour vous montrer que commercialement, on fait appel à cette culture hydroponique, par exemple dans la région d'Agadir, donc dans le sud du Maroc, Dakhla, etc. On fait appel à cette culture en hydroponie pour les grandes cultures de la tomate surtout, c'est la championne dans tout ça. Aussi de la salade aussi, culture de salade en hydroponie, de tomates comme je disais, qui est le produit leader de la culture hydroponique. On va passer à la solution nutritive. Donc, pour maintenir la croissance rapide des plantes, il faut avoir une solution nutritive bien dosée. Le premier ou le pionnier à développer une solution nutritive, c'était Knops, qui a normalement fabriqué sa solution nutritive avec 4 éléments très simples. Donc le nitrate de potassium, nitrate de calcium, le KH2PO4, sulfate de magnésium et un sel de fer. Cette solution nutritive a été estimée contenir tous les minéraux requis dont la plante a besoin. En effet, ces expériences, ils se sont donc révélés que ces sels n'étaient pas purs et donc ils apportaient en fait tout ce qui est micro-éléments qu'on a évoqué tout à l'heure de façon inconsciente, sans le savoir, notamment le bore et le molybdène, puisque après on a travaillé avec des éléments ou des sels purifiés
Et là, on a vu qu'on avait besoin d'ajouter d'autres éléments comme le molybdène, le fer, le cuivre, le manganèse, le zinc, etc., qui n'étaient pas ajoutés dans la solution nutritive de KNOPS. Et on parle justement de cette solution nutritive de Hoagland, donc un Allemand qui a donc rétabli justement cette solution nutritive en travaillant avec des sels purifiés, comme j'ai dit. Le rôle métabolique des plantes, des éléments minéraux essentiels et la mobilité des éléments essentiels. Donc, je vais m'arrêter là et je vous dis donc à la prochaine puisqu'il faut faire en fait des séances d'une demi-heure. Donc, j'arrête là et je vous dis à la prochaine fois pour continuer sur les mobilités des éléments essentiels.